Ok, parfait. Bon, ben merci d'avoir suivi et désolé pour les petits déboires techniques qu'il y a eu pour ce démarrage, avec Restream notamment. Et du coup, bienvenue pour cette rentrée du MTG Montpellier, rentrée un petit peu compliquée. Je vais attendre 2 petites minutes, savoir s'il y en a d'autres qui veulent switcher. Et en attendant, je vais en profiter justement pour parler un petit peu des associations et de cette rentrée. Donc, premier live de la rentrée. Le but, ça va être de relancer un petit peu l'activité de l'association et des associations tech en général sur Montpellier. Il faut savoir que le MTG Montpellier, on est très proche du MTH, le Montpellier Tech Hub, association montpelliéraine qui regroupe un petit peu toutes les communautés de Montpellier si vous ne les connaissez pas et que je vous invite très largement à suivre. Le site web, je vous le présente ici sur mon écran. Et le MTG Montpellier fait aussi partie de l'association MTG France qui a été lancée cet été, dont le but, un petit peu comme le MTH, ça va être de regrouper différentes communautés en France, donc là plutôt des communautés orientées Microsoft, mais pas que, afin de leur offrir tout un tas de moyens, que ça soit technique, des présentations, de la logistique, pour les aider dans le cadre de leur association. Notamment les associations qui veulent démarrer et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc je pense que là les gens ont pu switcher. Voilà. Donc pour ce premier live de la rentrée, je voulais vous parler d'un sujet donc, qui me tient assez à cœur à propos d'Azure DevOps. Azure DevOps, c'est quoi? Ça va être une solution logicielle proposée par Microsoft dont le but va être de gérer votre projet de développement, que ce soit sur la partie code. Donc la plupart connaissent sûrement le protocole Git, qui est le protocole un petit peu incontournable pour utiliser, pour gérer son projet de développement pour ce qui est des sauvegardes ou de la collaboration. Mais Azure DevOps, ça va être bien plus que ça. On va pouvoir utiliser le protocole Git donc pour son code, mais on va avoir aussi tout un aspect gestion de projet autour. Donc on va déjà faire un rapide tour sur ça. Puis je voulais surtout vous parler de petites choses qui ne sont pas si communes que ça, qu'on a tendance à oublier, passer rapidement, parce qu'on va se servir d'une bonne base sur Azure DevOps qui dans la plupart des cas suffit, mais qui va probablement permettre d'être plus efficace dans votre travail de tous les jours, dans votre gestion de projet, ou tout simplement pour retrouver les choses que vous avez à faire. Donc, pour Azure DevOps, je vais commencer donc par la partie principale, à savoir la gestion de code, le Git. Donc ça va être quoi? Votre projet de code, c'est tout un tas de fichiers, et ces fichiers-là, idéalement, il va falloir les sauvegarder. Donc le temps où on codait sur sa machine et on gardait tout sur sa machine, il est révolu depuis bien longtemps, fort heureusement. Par mesure de sécurité, on va vouloir sauvegarder ça, notamment sur un cloud, et c'est ce que va vous permettre Git. Git, ça va être un gestionnaire qui va faire du versionning de vos fichiers. On va pouvoir avoir un historique de votre travail dans le temps, et surtout, on va pouvoir collaborer avec les collègues. Cette partie-là, elle est importante parce qu'elle est centrale. On gère un projet de développement, donc forcément, le code est au centre de tout ça. Au-dessus de ça, on va voir tout ce qui va être gestion de projet. La gestion de projet sur Azure DevOps, elle va prendre le pas. Donc ici dans Azure DevOps, vous avez différents onglets. Ces différents onglets vont représenter en fait les différentes parties de votre travail en fonction de vos affinités, en fonction de votre rôle dans l'entreprise ou avec vos collègues ou tout seul tout simplement. La partie overview, évidemment, ça va être pour une gestion globale du projet. La partie repo que j'ai vue juste avant, ça va être vraiment la partie code. Toute la partie code va se concentrer ici. La partie board que vous allez avoir ici, c'est toute la partie gestion de projet. Cette partie-là, si vous êtes si vous avez des affinités avec les processus agiles, avec le Scrum, ces méthodologies-là, vous allez pas mal vous y reconnaître. On va travailler avec des work items qui vont être grossièrement des cartes, des objets sur lesquels vous allez inscrire en fait les choses qui doivent être faites dans votre projet. Et ça, dans la gestion de projet, ça va être central. Donc vous avez une partie work item là qui va contenir l'ensemble de vos work items. La partie boards ici va être un petit peu la partie la
partie backlog plutôt, va être la partie la plus importante. C'est-à-dire que le backlog, en fait, c'est l'organisation de vos différents work items. Quand vous allez avoir un projet, on va faire un projet de développement sur la création d'un site web. Vous allez avoir différentes tâches à effectuer. Vous allez vouloir déjà construire un site web viable, une première page, la page d'accueil. Vous allez avoir d'autres pages que vous voulez construire. Imaginons le projet, on va prendre pour exemple MTG France. Donc on a différentes pages ici. On va vouloir construire ce site web, on va vouloir faire la page d'accueil. On va se dire, tiens, ça serait pas mal d'avoir un bandeau unifié en haut qu'il va falloir développer. Tiens, ça serait pas mal d'avoir une liste des différents événements futurs qui vont être produits. Chacun de ces éléments-là, en fait, c'est une tâche qui va devoir être faite. Et dans votre gestion de projet, ça va pouvoir être un work item. Ces work items, il va falloir les construire, les ordonner, les catégoriser. Et ça, c'est ce que va vous permettre le backlog. Vous allez avoir différents types de work items. Et ça, là encore, si vous avez une petite affinité avec toutes les méthodologies agiles, vous allez retrouver pas mal de termes. Vous allez avoir des éléments centraux en fait, qui vont être plutôt utilisés par les développeurs, à savoir les bugs et les tasks. Quand je dis plutôt utilisés par les développeurs, c'est notamment parce que ce sont des éléments, comment dire, ça va être le découpage le plus fin en fait qu'on va voir, vraiment côté développement. Ensuite, au plus on va être dans la gestion du projet, au plus on va monter quelque part. Cette histoire d'ordre, c'est des choses qui sont induites par les méthodologies agiles notamment, et sur lequel l'avantage c'est quand on parle tous le même langage, on va pouvoir s'y retrouver facilement. Après, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. C'est quelque chose qui peut être malléable, quel que soit l'outil de gestion de projet d'ailleurs, dans Azure DevOps, mais dans d'autres. Donc, au-dessus des bugs et des tasks, on va souvent trouver les user stories. Les user stories qui vont être vraiment votre concept métier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un utilisateur va pouvoir faire. Donc, un utilisateur va pouvoir naviguer sur une page, va pouvoir actionner un bouton, des choses comme ça. Et ça, on va appeler ça des user stories puisque c'est vraiment ce que l'utilisateur va pouvoir faire. On va regrouper ces user stories en features, en fonctionnalités. Typiquement, je veux gérer une page d'événements et ma gestion de page d'événements, ça va se découper en user story. Donc, l'utilisateur va pouvoir lire la liste des events, va pouvoir ajouter un event, etc. Et si vous avez besoin d'un niveau supplémentaire, vous allez pouvoir retrouver vos epics qui vont regrouper différentes features. Donc tout ça, comme je disais, ça va finir par se retrouver dans votre backlog. Votre backlog va permettre d'organiser ces différentes user stories, ces différentes tâches, en fonction de votre découpage. Et vous pouvez avoir un découpage plus ou moins gros. Ici, par exemple, l'exemple que j'ai donné, j'ai un découpage où, dans mon projet, je veux organiser mon projet autour d'une epics qui est la gestion des comptes. Dans cette gestion des comptes, j'ai créé plusieurs fonctionnalités. Donc, je veux pouvoir gérer mes identités via du SSO, via différents protocoles, en fait, tout simplement. Et pour chacun de ces protocoles, j'ai une user story. À quoi ça sert tout ça? Tout ça, ça va vous permettre de vous organiser au niveau de votre équipe, au niveau de vos collègues, pour savoir déjà où est-ce qu'on va, tout simplement. Parce qu'une gestion de projet, c'est avant tout un cap. Il va falloir donner une ligne directrice à l'équipe pour qu'on sache vers où avancer, qu'on puisse prévoir les embûches et aussi qu'on puisse optimiser notre temps, tout simplement. Pour donner une vision, le mieux, c'est quand même de la poser sur papier et puis de pouvoir l'expliquer. Donc, c'est à ça que construire votre backlog, c'est en ça que ça va être utile. Construire votre backlog, ça va aussi vous permettre justement de mieux définir ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que souvent, les gens ont des idées, et ces idées, c'est bien de les noter. Quitte à les noter, autant les noter dans un endroit centralisé, comme ce backlog. Et une fois qu'elles sont notées, on va pouvoir justement quantifier la difficulté de ces idées, alimenter si jamais il y a des points d'ombre pour être le plus précis possible, le plus efficace possible, et puis mieux gérer son projet tout simplement. Il y a des petites choses qu'on peut voir, alors pas forcément sur cet écran. Ce backlog, il va servir à alimenter, vous l'avez peut-être vu juste avant, des sprints.
Là encore, on va se référer à la méthodologie agile. Là, c'est un premier point où je trouve que la force d'Azure DevOps va être ici. C'est qu'on va pouvoir quantifier par exemple donc, nos différentes tâches, nos différents work items en fonction d'une difficulté qui va être reportée directement après sur le code. Et on va pouvoir organiser son équipe autour de ça. Là, j'ai organisé un sprint. Donc un sprint, c'est une durée de temps limitée sur lequel on va mettre un certain nombre de tâches, un certain nombre de points qu'on souhaite faire et on va essayer d'atteindre ce but. Donc une sorte de mini cahier des charges où on va dire, tiens, pendant 15 jours, tous les 15 jours, on va se faire un point et pendant les 15 prochains jours, on va essayer d'atteindre ce but. Donc on va rajouter des tâches dans un sprint et on va organiser l'équipe autour de ça. Ici, on peut voir plusieurs éléments, notamment que dans ce sprint, j'ai mis 8 user stories, 5 tâches, 3 bugs. Donc ça, ce n'est pas forcément très important. La partie très intéressante, elle va être ici. L'effort planifié de 74. À quoi réfère ce score? Si je vais voir mon sprint, donc soit en cliquant directement sur le sprint, soit en allant sur la gauche dans l'onglet sprint, je vais retrouver ces différentes informations et je vais surtout retrouver des informations importantes que je vais pouvoir alimenter. Ici, on a un onglet Capacity. La Capacity est très intéressante puisque c'est là où je vais organiser mon équipe en fait. Je vais mettre les différents intervenants de mon équipe, les ajouter et surtout ajouter leur capacité de travail. C'est-à-dire le nombre d'heures par jour qu'ils vont pouvoir effectuer, en donnant éventuellement des jours de congé ou si une personne travaille par exemple qu'à 60%, de dire qu'il ne travaille qu'à 60%. À quoi ça va être utile ça? Ça va être utile justement pour planifier ce que je peux faire durant le sprint en cours. Alors là, je vais essayer de retrouver les informations que j'avais dit hier qui n'ont pas l'air d'être affichées, ce qui est un peu dommage. Le fait d'organiser cette capacité, une fois que j'ai rempli la capacité avec les différents intervenants, ça va me donner sur ce sprint combien en fait d'heures de travail à peu près effectives je vais pouvoir effectuer. Et si on en revient sur le fait que mes différents work items, notamment mes différentes user stories, je peux leur attribuer une durée estimative de travail. Donc imaginons par exemple créer cette tâche qui est le fait que en tant que développeur, je vais pouvoir avoir une clé API que je vais pouvoir utiliser ensuite pour mes différentes routes. Disons que j'estime ce travail à 8 heures. Tout ça, ça va me permettre justement de mettre en corrélation si mon sprint, je l'ai surchargé ou non, en fonction de la capacité de travail de l'équipe. Pour ça, justement, on va avoir des graphes, donc notamment côté Analytics, on va avoir le Burn Down Charts, c'est pour ça. Qu'ici, je vais planifier sur mes User Stories. Et en fait, on peut voir un graphique avec différentes lignes ici. Ces lignes, elles vont me servir justement à mieux organiser mon travail. Par exemple, j'ai le remaining. Remaining, c'est le travail qui me reste à effectuer en fonction des user stories que j'ai quantifiés. Sum of story points, ça sera beaucoup plus viable, puisqu'on peut organiser en fait ce graphique en fonction de différents points. Je trouve que le plus pertinent et le plus classique, au final, c'est d'utiliser les story points qu'on a mis sur les user stories, à savoir la charge de travail qu'on a quantifiée sur chaque user story. Donc ici, on peut voir que ma remaining capacity, elle est de 16. Ma remaining capacity, elle est directement liée à la capacité que j'ai mis ici. C'est-à-dire que je suis le seul travailleur sur ce projet et ma capacité de travail sur ce projet est de 2 heures par jour. Donc automatiquement, le graphique il dit, ben, écoute, si tu travailles comme ça tous les jours, en dehors du week-end, il te reste 16 heures à effectuer au début du sprint. L'idéal trends, c'est la capacité de travail idéale que j'aurais dû effectuer chaque jour. C'est la ligne que j'aurais dû suivre si je voulais arriver au bout de mon sprint en fonction de ce que j'ai planifié au début de mon sprint. Alors là, on peut voir qu'il y a un décalage au début entre le remaining et le ideal trends parce qu'entre-temps, une user story a été ajoutée, ce qui n'est pas censé être le cas quand on gère un projet. Quand on a attaqué un sprint, idéalement, la gestion des user points doit rester la même pour justement pouvoir calculer une vélocité et avoir une ligne directrice qui est stable.
Sinon, ça peut potentiellement démotiver l'équipe, ce qui n'est pas génial. Et on peut voir qu'en fonction du travail que j'ai effectué ici, j'ai bien mon graphique qui a descendu. Parce qu'entre-temps, j'ai résolu des user stories. À chaque fois qu'une user story est considérée comme closed, son quota de travail va être réduit et donc on va pouvoir s'approcher de la fin. L'idée autour de ça, ça va être de mieux gérer ces différents sprints et pas dans le but de savoir s'il y a un problème avec l'équipe et qui a éventuellement fait du mauvais travail. Non, le but, c'est pas du tout ça. C'est au contraire de voir s'il y a un problème pour pouvoir potentiellement aider des gens, pour pouvoir trouver une solution pour retrouver de la vélocité, parce que quand les développeurs ont tendance parfois à s'embourber, à être sur une tâche qui est complexe et dont ils n'arrivent pas à se sortir, il y a une sorte d'effet tunnel qui se crée. Et le problème, c'est que cette tâche qui devait prendre au départ 10 heures a fini par en prendre 15. Et en fait, du fait qu'on continue à bloquer au bout de 20 heures sur cette tâche, en fait, on devient de moins en moins efficace. Et c'est peut-être là le temps de faire une rotation avec quelqu'un d'autre, faire du pair programming, peut-être voir si cette tâche est réellement utile, réellement urgente. Est-ce qu'il ne faut pas juste la dropper, la mettre à plus tard, attendre de faire appel à un expert externe? Bref, trouver une solution. Le but est de lever une alerte en disant voilà, on avait un plan, on n'arrivera pas au bout du plan, il faut trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment un tableau qui peut être très utile pour le travail au jour le jour, en tout cas sprint par sprint, et qui est à mon sens trop peu utilisé. On va avoir d'autres points donc, qui peuvent être très utiles dans Azure DevOps et qui vont permettre d'améliorer un petit peu sa gestion de projet. Ça va être tout ce qui va tourner autour des queries personnalisées. Les queries personnalisées, c'est un moteur en fait de Azure DevOps qui va vous permettre de construire donc, des requêtes en fonction d'un certain nombre de champs pour tout simplement trouver les work items que vous souhaitez en fonction de différents éléments. Et ça va être vraiment très utile pour un petit point qu'on va voir juste après, qui va être la construction de dashboards autour de votre projet. C'est-à-dire que là, j'ai construit 2 requêtes, par exemple, tout à l'heure, à savoir une bête liste des bugs, donc tous les bugs que j'ai pu construire autour sur le projet, quel que soit leur état. Donc voilà, work item type bugs, on peut avoir différents éléments dans n'importe quel état. Il faut savoir que les requêtes, elles sont assez larges, c'est-à-dire qu'on peut vraiment chercher sur tout un tas d'éléments dans Azure DevOps. Et donc, ma seconde requête, qui est la liste des bugs sur le sprint en cours. Hop, on va la jouer. Ah, elle n'a pas été sauvegardée, il semblerait. Je vais la reprendre. Non. Voilà. La liste des bugs qui est ici. Sur ces tableaux, en fait, on va pouvoir directement ensuite les utiliser, comme je disais, dans un écran qui peut être très utile pour collaborer avec son équipe, qui va être les dashboards. Ces dashboards, ils sont assez bien conçus. On va pouvoir les construire en fonction de tout un tas d'éléments qu'on va pouvoir agencer, comme vous voyez ici, sur les cases. On va pouvoir agrandir dans une certaine limite en fonction du composant en question. Si on veut qu'il soit plus grand, si on veut qu'il soit différent. Et ce dashboard, je trouve que le côté vraiment puissant, ça va être de tirer parti des queries personnalisées qu'on a vues précédemment. On va pouvoir construire des tableaux qui vont vous dire, en fait, qui vont vous signaler l'augmentation des bugs. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de bugs qui ont été créés? Est-ce que les bugs sont urgents? Qu'est-ce qu'il faut traiter en priorité? Pour justement simplifier la tâche des équipes de développement. Le but, c'est ça, c'est de collaborer mieux, plus efficacement, plus rapidement. Typiquement, un point que j'ai vu, c'est que dans un projet qui vit un petit peu, on a souvent tendance à accumuler des choses dans le backlog. Les user stories deviennent… il y a énormément de user stories. Les priorités, du coup, deviennent un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si on ne fait pas attention, tout devient urgent.
il y a des petites tâches, on peut essayer d'avoir des process, mais si on crée que des bugs, on ne sait plus où on s'y retrouve. Ça crée en plus de la frustration puisqu'on a l'impression qu'il y a des choses urgentes alors qu'en fait il y a des petits correctifs mineurs mais qui ne sont pas vraiment des bugs, qui sont des ajustements graphiques. Ou... Après ça dépend comment est-ce qu'on conçoit les choses. Mais il faut faire attention à comment est-ce qu'on catégorise les différents work items, comment on les priorise et comment on communique avec l'équipe. L'avantage avec les queries personnalisées, c'est que vous allez pouvoir essayer de construire des choses qui vont permettre de communiquer plus facilement, typiquement en disant ici j'ai une liste des bugs, et dans ma liste des bugs, on voit un petit peu tout. Il y a des choses qui sont fermées, il y a des choses qui sont ouvertes, et on ne connaît pas les priorités des différents éléments. Là où on va pouvoir jouer avec ça, c'est qu'on va pouvoir construire un tableau avec, typiquement, j'ai dit, il manquait la sévérité. Ici, j'ai envie de rajouter la sévérité dans mon tableau pour que ça soit directement visible. Cette colonne, je vais la mettre assez rapidement dans la top list, que ça soit très rapidement visible par les différents développeurs. Et ensuite, je décide ici de n'afficher que les tâches qui n'ont pas été fermées. Pourquoi? Parce que comme ça, les personnes peuvent se rendre compte rapidement de qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'il faut prendre. Typiquement, on va dire, je veux toutes les tâches qui sont in, et on peut lister tous les états qu'on veut afficher. Au contraire, not in, et je vais dire not in, closed par exemple, ou active. On va lancer la query pour vérifier qu'elle est correcte. On va la sauvegarder. Et maintenant, quand je vais aller sur mon dashboard, je peux voir directement ma nouvelle liste de bugs qui, cette fois, sera ordonnée. Si je veux faire apparaître la sévérité ici, je peux directement glisser la colonne et la remonter dans la liste. On va dire que je la veux un peu plus grande pour justement que tout le monde puisse voir les différents éléments. Et là voilà, j'ai une nouvelle liste de bugs qui est directement affichée sur un dashboard qui sera partagé au niveau de l'équipe afin que chacun puisse agir au plus vite en fonction des différentes priorités. Imaginons ce point, je décide de le prioriser et de refresh la liste. Ah, c'est parce que c'est la sévérité que j'avais modifiée et pas la priorité. Le petit effet. Oui. Pardon, j'avais oublié. Pour prioriser les différents points, on peut ici en fait agir directement sur les colonnes qu'on veut ordonner. Alors, il faut savoir que chaque personne va pouvoir directement ordonner en fonction de ce qu'il souhaite, en cliquant directement sur la colonne s'il a envie. Mais vous pouvez en fait préconcevoir votre requête en disant je veux que par défaut, elle soit ordonnée en fonction de la sévérité par exemple. Et vous pouvez avoir évidemment plusieurs colonnes à ordonner. Donc par exemple, je vais dire je veux ordonner par sévérité, puis par priorité. Et donc là, si je reviens sur mon dashboard, je retrouve ma liste priorisée. Donc ce dashboard, on peut construire vraiment des tableaux qui sont complexes. Là, bon, c'est un projet d'exemple, donc j'espère que vous voyez un petit peu les possibilités que vous pouvez avoir avec. Sur mon blog, j'avais fait des démonstrations que je n'ai pas pu garder, mais qui sont bien plus abouties. Alors je vais essayer de retrouver ça rapidement. Et pour vous donner un petit exemple de ce que vous pouvez produire, hop. Alors, si vous cherchez des informations, il y en a plusieurs ici. Alors, on peut aboutir à ce type de dashboard assez facilement avec les différentes priorités, les différentes évolutions de... ça, c'est un tableau qui était exclusivement pour une démonstration de suivi de bugs.
et de l'évolution dans le temps pour voir comment est-ce qu'on pouvait gérer ça. Donc sur ça, on peut voir l'idée, on avait fait un tableau sur les différentes priorités pour s'assurer que les priorités les plus hautes soient attaquées en premier. On peut faire ça par type, on peut faire ça en fonction de tout un tas d'éléments plus ou moins custom. Ces tableaux-là, le gros avantage qu'on va pouvoir avoir en plus, si on a besoin de les partager au niveau de l'équipe, c'est qu'on va pouvoir les intégrer à un outil de collaboration qui est assez efficace, Microsoft Teams. Il faut savoir que Microsoft Teams et Azure DevOps, il y a pas mal de petites applications qui ont été créées, qui ont été développées pour vous faciliter les choses, la communication entre les deux et pouvoir échanger beaucoup plus facilement, que ce soit au niveau de l'équipe de développement, mais pas seulement. Ça peut être aussi très utile pour tout ce qui va être le management, en fait, tout simplement, qui puisse suivre le projet ou certains points du projet de manière plus efficace. Donc ici dans Microsoft Teams, vous avez un truc qui est pas mal, qui est la possibilité de rajouter des applications. Pour ces applications, vous allez avoir par exemple Azure DevOps ici. Et si vous ajoutez Azure DevOps, ce qu'on va vous proposer, on va vous proposer de créer un onglet. Donc ici derrière, vous avez pu voir rapidement un onglet qui est en fait l'onglet typiquement des user stories. Donc ici, je vais sélectionner mon projet, sélectionner mon organisation. Je vais pouvoir rajouter deux types d'éléments. Ça va être un tableau Kanban. Donc si vous avez envie d'ajouter un tableau Kanban, donc voilà, comme je disais juste derrière, sur les user stories, ou un dashboard. Et les dashboards, c'est typiquement le dashboard que je vous présentais juste avant, avec le suivi de bugs par exemple. Donc on va dire, hop, les dashboards. C'est pas un dashboard projet, c'est un dashboard de Teams, pardon. On va sélectionner les différents éléments, en l'occurrence l'overview. On va enregistrer tout ça. Et directement dans Microsoft Teams, je retrouve en fait mon tableau que j'ai personnalisé juste avant. Et ça, l'avantage, c'est que justement, tout le monde va pouvoir le voir. C'est-à-dire que si j'ai un manager qui n'a pas du tout envie de se connecter à Azure DevOps, je vais pouvoir lui donner les informations. Et le gros avantage, c'est que je vais pouvoir construire différents types de dashboards en fait. C'est-à-dire que pour l'équipe support, un dashboard orienté avec les bugs, éventuellement avec les tasks, la priorité autour de ça, ça peut être super important pour le suivi. On va pouvoir avoir des métriques sur combien de tâches j'ai pu terminer, qu'on a pu closer, que ça soit dans la semaine, dans la journée, dans le mois. Qu'importe, ça dépend de vos métriques, de ce que vous avez envie d'observer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à traiter? Est-ce qu'il y a des urgences? Des liens éventuellement utiles, comme j'ai pu mettre ici. Genre des ressources que vous avez dans l'entreprise sur vos documentations, sur des choses à report. Enfin, ça va dépendre de vos process. Mais ces tableaux, là j'ai un tableau pour les bugs. Je peux très bien avoir un autre tableau pour tout ce qui est fonctionnalité. Si vous avez plusieurs équipes qui ont des spécialités dédiées, vous allez avoir plusieurs tableaux, typiquement, en fonction de chacun. Voilà. En fonction des besoins, vous allez pouvoir construire vos différents éléments. Sachant que là, j'ai parlé beaucoup des requêtes personnalisées, mais il faut savoir que quand vous allez construire vos tableaux, vous allez avoir tout un tas d'éléments, pas seulement les queries personnalisées. Donc, on a les graphes de burn down, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment pour savoir si l'équipe en fait va arriver à terme de son sprint ou non, et pouvoir agir le cas échéant. Est-ce qu'il faut placer d'autres personnes? Est-ce qu'il faut éventuellement faire du pair programming, faire l'impasse sur certaines tâches? Bref, à gérer. On va le voir un petit peu plus tard avec la CI/CD, mais vous allez pouvoir aussi directement construire sur votre tableau, avoir les informations de qu'est-ce qui a été déployé, quand, est-ce que les déploiements sont bien passés, est-ce que le projet build. Voilà. Cycle time, ça va être aussi une métrique de gestion de projet pour savoir si grosso modo, quand vous avez une demande, combien de temps elle met à être produite, si vous avez besoin de surveiller cette métrique. Le lead time est un petit peu pareil, donc lead time, cycle time, je vous laisserai aller voir à quoi correspondent exactement ces métriques si vous le souhaitez. Ce sont vraiment des métriques côté gestion de projet. Pull request qui peut être quelque chose d'assez important pour vos équipes. Quand vous travaillez en équipe, on va souvent passer donc par des pull requests ou des merge requests, ça dépend comment vous les appelez. Ça dépend aussi de l'outil que vous utilisez. Où le concept, c'est qu'une fois qu'un travail est terminé, il va être soumis à validation par l'équipe et ou par des process automatisés
avant d'être intégré au code principal. Afin que tout ce qui est intégré au code principal, ça va être le plus sain possible, le plus safe possible. Ça veut dire que la fonctionnalité, dans l'idéal, elle est terminée. On vérifie qu'il n'y ait pas de bug, on vérifie qu'en termes d'architecture, on respecte les choses. Bref, on va essayer de faire un maximum de vérifications avant de l'intégrer au code principal, puisque c'est toujours beaucoup plus coûteux de faire des vérifications a posteriori. Donc on va essayer d'agir le plus tôt possible. Voilà. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder, il y a vraiment tout un tas d'éléments et sachant que ces éléments, ils grossissent avec le temps, Microsoft en publie régulièrement et en plus de ça, vous avez, comme on le voit ici, des extensions possibles, c'est-à-dire que chacun est capable de créer des modules pour ça. On peut vraiment étendre les fonctionnalités d'Azure DevOps et il est possible que dans le marketplace, vous trouviez des modules qui vous intéressent, qui peuvent être très utiles. Donc pour en revenir à Azure DevOps et à Microsoft Teams. Donc là, on a vu qu'on pouvait intégrer en fait des onglets qui prenaient directement ce qu'on avait sur les dashboards ou sur certains tableaux Kanban. Il faut savoir qu'on peut aussi agir assez rapidement, directement au niveau des conversations. Donc là, j'ai fait quelques essais, comme on peut voir. Lorsque vous lancez une conversation, vous avez la possibilité ici aussi d'ajouter des applications. Et des applications pour Azure DevOps, il y en a quelques-unes. Si on tape DevOps, donc on a ce module Azure DevOps. À la limite, ce n'est pas le plus utile, je trouve. Vous en avez 2-3 intéressants. Quand on tape Azure, on en a des plus sympas. Azure Repo, Azure Pipeline et Azure Boards. Donc ça, en fait, si vous avez fait attention, ça reflète directement les onglets qu'on a ici. Je l'ai dit tout à l'heure, Azure Boards, c'est tout ce qui va être la gestion de projet. Azure Repo, c'est tout ce qui va être le code. Et Azure Pipeline, on va en parler juste après, ça va être tout ce qui va être l'intégration continue et le déploiement continu, ce qu'on appelle la CI/CD. Ben, ces onglets-là, ces applications-là dans Microsoft Teams, ça va vous permettre d'agir sur ces différents éléments en fonction de vos besoins. Si vous êtes développeur, vous allez surtout avoir besoin d'Azure Repo, enfin, vous allez surtout être intéressé par Azure Repo. Si vous êtes du côté de la gestion de projet, c'est plutôt Azure Boards, éventuellement Azure Pipeline qui va vous intéresser. Et si votre rôle, c'est plus le suivi, enfin, vous avez envie de savoir si quelque chose est déployé ou non, c'est vraiment Azure Pipeline qui va vous intéresser. Ça va vous permettre quoi, ces différents modules? Typiquement, si je prends Azure Boards, vous allez pouvoir chercher des work items directement dans Microsoft Teams, mais surtout, vous allez pouvoir aussi souscrire à vos différents work items. Donc imaginons, je cherche un nouveau work item, voilà, et j'ai envie d'indiquer en fait à l'équipe, je suis en train de travailler sur ça. Ça permet de communiquer facilement avec le reste de l'équipe en disant voilà, je travaille dessus. Si vous avez des informations à ajouter, si vous voulez voir ce que c'est, boum, il suffit de cliquer, hop, on arrive directement sur le work item en question. Ça simplifie beaucoup les choses. Vous allez aussi pouvoir, donc comme je le disais tout à l'heure, directement vous abonner à certains flux. Si je prends ici là encore Azure Boards, on va voir tout un tas de lignes de commande qui vont être proposées. Ces lignes de commande, elles permettent quoi? Ici, on a notamment Subscription. Je vais taper Subscription. Et Subscription, ça va me permettre de gérer les subscriptions donc, aux différents work items. C'est-à-dire que quand on a quand on a des work items qui s'ajoutent, par exemple, qui se mettent à jour, qui suppriment, j'ai envie d'avoir une notification. Et il existe plusieurs moyens d'avoir des notifications dans Azure DevOps. Il y a un système de notification en interne que je vous montrerai juste après, qui est très efficace. Mais voilà, les mails c'est bien, mais en vrai, les mails sont de moins en moins utilisés. Et moi j'ai beaucoup de développeurs qui, juste les mails, ils les lisent 2-3 fois par jour. Or, quand j'ai un bug, j'ai envie qu'il soit vu direct. Surtout que potentiellement quelqu'un a une réponse rapide à m'apporter. Donc au plus tôt cette tâche est détectée, au mieux c'est pour moi. Donc l'utilisation dans Microsoft Teams, ça me permet ça. Ça va me permettre de gagner du temps et de respecter en fait les usages qui sont actuellement en cours dans l'entreprise. Donc là, on peut voir que je peux souscrire à différents événements. Ces différents événements, ça va être le commentaire qui peut arriver sur une tâche, la création, la suppression, etc.
On peut voir aussi ici que j'ai déjà souscrit un certain nombre d'événements. Donc là, par exemple, dès qu'un work item est mis à jour, je suis alerté. Et dès qu'un work item est créé, je suis alerté aussi. C'est-à-dire que ici, si je vais dans work item et que, imaginons, je crée un nouveau bug, donc pour la blague, problème avec Restream par exemple, le live ne marche pas. Et là, je vais reprendre directement mon Microsoft Teams. Hop, j'ai directement dans Microsoft Teams le message qui a popé et qui m'a alerté qu'un nouveau bug avait été créé. Ces souscriptions, l'avantage c'est que pareil, quand vous gérez dans Microsoft Teams, vous allez pouvoir créer plusieurs channels en fonction de l'équipe, en fonction de… Voilà. Là, imaginons dans l'équipe dev, je vais créer un channel support. Maintenant, le channel support, par exemple, je pourrais justement souscrire à tout ce qui a lieu avec les bugs. Quand un bug est fermé, quand un bug est créé, afin qu'il soit directement alerté. Et on va mettre les notifications en place sur alerte. Comme ça sonne dès qu'il y a un truc. Pardon. Donc ça, c'est pareil, c'est des outils qui peuvent être assez utiles. Vous avez ça donc pour les work items, mais comme je vous ai montré, vous avez d'autres éléments. Donc par exemple, avec Azure Repo, on va avoir un petit peu la même chose, mais notamment pour les pull requests. Donc par exemple, vous avez un élément de subscription qui va vous permettre de souscrire si jamais vous voulez être alerté quand il y a des pull requests qui sont créés. Dès que votre équipe a besoin de retour, boum, vous pouvez être alerté. Et pour le pipeline, c'est un petit peu pareil, sauf que cette fois, on va plus agir au niveau des builds. Donc dès qu'un build a réussi, vous êtes alerté, ou dès qu'il y a un déploiement qui a été effectué, là encore, vous êtes alerté. Donc cette intégration avec Microsoft Teams, elle est quand même assez puissante, puisqu'elle permet, je trouve, d'améliorer la collaboration avec les équipes. Et ça, comme vous avez vu, en quelques clics. Je n'ai pas besoin d'aller chercher, de générer des clés API, d'aller les créer, de connecter différentes requêtes personnalisées, de les intégrer dans Microsoft Teams, de me donner des droits. Voilà. C'est vachement simplifié. Et tout ce qui peut faire gagner du temps, moi je prends. Un point important aussi, donc tout à l'heure, en fait, j'ai synchronisé en avance mon projet. Et mon projet, donc je l'ai directement ici dans Visual Studio. Je vous ai parlé tout à l'heure des work items. Un élément que je trouve très important dans Azure DevOps, ça va être le suivi justement des work items et du code. Donc cette partie-là, c'est quand même quelque chose d'assez commun qu'on peut avoir dans les différents projets, dans les différents outils de gestion de projet. Donc imaginons cette user story, je suis en train de travailler dessus. Et en fait, pour travailler dessus, je vais créer une branche Git. Donc ici, je peux faire directement une branche. Je vais utiliser mon trigramme, JNU pour Geoffrey Nurit. Et donc, on va dire c'est ma branche API Key. Elle dérive de master, etc. Et elle est liée ici à mon work item. Je vais créer la branche. Et ça, qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre d'avoir un suivi je vais avoir la gestion de la vie de ma branche et de ma feature. Et ça, jusqu'au déploiement. Ça va être très utile pour la suite. Alors, je vais récupérer directement ma branche. On va faire l'essai. Qu'est-ce que ça va me permettre, cette gestion du cycle de vie? Déjà, si j'ai un problème sur une fonctionnalité, je vais pouvoir identifier plus rapidement quelle est la cause de ce problème. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai mon code qui est lié directement à ma user story, à ma demande, je vais pouvoir retracer tiens, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement? Je vais pouvoir investiguer plus facilement. Comme ça peut éviter les régressions. Là, on va être si vous êtes sur des tâches simples, ça a très peu d'intérêt. Mais quand vous êtes sur des projets très complexes, ça peut être super important de retracer pourquoi un changement a eu lieu. C'est pas souvent évident. Il peut y avoir malgré le fait de mettre des commentaires, malgré le fait d'avoir de la documentation, il peut arriver que des choses soient pas claires, déjà parce qu'on peut très facilement oublier de mettre des commentaires ou de la documentation, et parce que malgré ça, les choses peuvent ne pas être claires. Et on a beau essayer de faire tout notre possible pour ça, il peut y avoir des trous. Or, ça peut arriver sur des tâches très complexes, je l'ai vu beaucoup trop souvent, de faire en fait tout simplement des boucles. C'est-à-dire de dire, tiens, j'ai un problème, cas d'usage X, je le répare, donc ça devient Y.
Et en fait, 3 mois plus tard, on détecte un cas, là encore, très étrange, très anodin, enfin non pas anodin du tout justement, mais qui arrive peu souvent et sur lequel, ben zut, en fait ce cas Y, il survient parce que justement, enfin ce problème, il survient justement à cause d'Y. Donc en fait, on va revenir sur quelque chose qui ressemble à X et du coup, on va reproduire le cas nominal, le premier cas qui posait souci. Et on va tourner souvent comme ça parce que les choses, la réparation en fait ne tient pas compte du cas précédent. Et ça, c'est un peu dommage parce que peut-être on a juste mal compris la demande de base ou on n'en était pas du tout conscient quand moi j'ai pris le bug, le nouveau bug. Et donc pouvoir revenir dans l'historique, ça peut être super important quand on investit. Donc ça déjà, le fait d'avoir le code qui est tracé avec sa user story, ça a un intérêt. Hop. Ensuite, ça va vous permettre aussi de gérer un peu plus efficacement, peut-être, des release notes, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous allez déployer votre code en production en utilisant, en production, quel que soit votre environnement, en utilisant l'intégration continue et le déploiement continu, vous allez pouvoir facilement sortir la liste de tous les work items qui ont été traités durant ce build, durant cette release. Et ça, c'est super utile quand vous avez des équipes de testeurs, quand vous avez justement des managers qui ont besoin de savoir qu'est-ce qui a été déployé. Donc là, je prends mon code, voilà. Il me propose une nouvelle pull request, puisque j'ai créé une nouvelle, sur ma branche, j'ai déployé du nouveau code. Je vais créer ma pull request, et cette pull request, elle va me faire le delta entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. On peut voir un commit, un fichier modifié, c'est ça la modification. Et surtout ici, comme vous pouvez voir, j'ai la liste de tous les work items qui ont été traités. C'est-à-dire que si j'ai des bugs, si j'ai d'autres choses qui ont été traitées dans le lot, on va pouvoir le retrouver ici. Ça, là encore, ça va être super pratique dans la vie du produit. Avant de poursuivre là, j'aimerais vous montrer autre chose qui est assez utile dans Azure DevOps. Un des points que je trouve très puissant dans Azure DevOps, pour moi en tout cas qui utilise Azure en général et les outils Microsoft, c'est que si vous avez besoin de créer la CI/CD, ça peut aller très très vite. Imaginons j'ai un projet .NET Core que je souhaite builder. Hop. Donc là je peux utiliser. Voilà. Je vais demander de créer un pipeline pour builder un projet .NET Core. Et ce pipeline, en fait, on a beaucoup de projets qui sont préconçus, qui sont directement proposés. Donc quand je fais créer un pipeline, ici, on peut voir différentes sources en fait de son code. Si vous n'utilisez pas forcément Azure Repo, si vous n'utilisez pas entièrement Azure DevOps, mais que vous aimiez par exemple GitHub et que vous utilisez Azure DevOps juste pour la gestion de projet ou pour la CI/CD, vous pouvez totalement intégrer ça. Moi, j'aime bien utiliser l'éditeur classique, parce que l'éditeur classique, en fait, c'est un éditeur visuel, et je trouve que c'est amplement suffisant. Alors moi, par exemple, mon projet, c'est Azure Repo Git, c'est ce qu'on utilisait tout à l'heure juste à côté. Comme je disais, vous avez différents types de projets. Vous pouvez partir d'un projet complètement vide ou vous demander, tiens, par exemple, je suis en train de développer une Azure Function, est-ce qu'il n'existe pas des modules pour directement builder et déployer une Azure Function? Donc si je veux builder en fait mon projet .NET Core, je vais prendre le module .NET Core par exemple, je vais faire une étape de build. Il va falloir aussi que je publie mon module et ensuite que je crée un artefact. Alors la notion d'artefact, elle est commune sur tout ce qui est CI/CD. La notion d'artefact, en fait, c'est basiquement de créer une archive de votre code. Il faut savoir que dans la CI/CD, vous avez deux éléments. Ici, on va avoir les pipelines à la release. Le but du pipeline, ça va être de produire un artefact, donc une version figée de votre code que vous aurez testé, que vous aurez bloqué. La release, ok Laurent, bonne soirée, à bientôt. Pour la release, l'idée c'est que cet artefact qui a été figé préalablement, vous allez le déployer sur différents environnements. Pourquoi est-ce que c'est décomposé en deux étapes? C'est décomposé en deux étapes parce que votre code, il faut savoir que le but, ça va être qu'il bouge très rapidement.
vous allez souvent corriger des problèmes, vous allez ajouter des petites choses, que ce soit des fonctionnalités, des petits correctifs, du visuel, des textes, qu'importe, mais il va beaucoup bouger. Or, quand vous allez vouloir déployer en production, souvent vous allez vouloir tester et un petit peu verrouiller les choses, faire attention. Donc, en fait, pour déployer quelque chose, idéalement, il faut avoir une version un peu figée, qu'on va prendre le temps de tester, de s'assurer que tout va bien sur cette version, et c'est cette version-là qu'on va déployer. C'est en ça que les artefacts sont importants. Le pipeline va produire des artefacts, et ensuite vous, parmi vos artefacts, vous allez en choisir, donc généralement les plus récents, et vous assurer que celui-là est bon durant toute une chaîne. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir des environnements de test. Une fois que les environnements de test ont été validés, avoir un environnement de pré-production, un peu plus similaire à la production, avec peut-être quelques clients privilégiés qui peuvent tester les fonctionnalités en avance. Puis ensuite, un environnement de production. Et ce chaînage-là, ça va être assuré par tout ce qui va être release. Donc là, vu que je suis dans le pipeline, mon but, ça va être de produire un artefact figé dans le temps, donc versionné dans l'idéal. Et c'est en ça que sert la tâche de publication. Hop, je valide. Et dans ce pipeline, ce que je vais pouvoir faire justement, c'est mettre l'intégration continue. L'intégration continue, c'est quoi? Ça consiste à ce que dès qu'il y a du code qui est nouveau, qui a été produit, eh bien justement, je vais construire un artefact grâce à ça. C'est-à-dire que tout ce que mes développeurs ont pu produire, imaginons, ils viennent tout juste de rajouter la fonctionnalité des events, disons, sur mon site web. Boum, j'ai ma liste des events. Ben, dès que celle-ci a été validée et intégrée à la branche principale de code, ben, elle va être automatiquement buildée. Donc après un build, ça va être la construction d'un artefact, mais ça peut être aussi d'autres choses, en plus ou en moins. Ça peut être par exemple des tests automatisés, pour valider que justement ce code-là, ben, il ne produise pas d'erreur. Ici, on a une option très intéressante, c'est que quand vous faites de l'intégration continue, vous pouvez avoir un cas où vous avez une équipe de 3 développeurs et en fait, vous avez un process de build avec plein de tests automatisés dans tous les sens et ce process, il va tourner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce qui peut être important, c'est que si jamais vous avez plusieurs développeurs qui font des petites tâches, vous risquez d'avoir des builds qui se cumulent les uns après les autres et si chaque build dure 1 heure, eh bien sur 4 tâches qui ont pris chacune 10 minutes à être faites, vous allez avoir 4 heures de build pour réussir à avoir votre version finale. Cette option-là, le batch change, ça va permettre que dès qu'un développeur a produit une feature, donc le premier build va être commencé, un premier artefact va sortir, mais ensuite, pendant que le premier était en train de tourner, il y a 3 autres développeurs qui ont produit des fonctionnalités, et bien, dès que le process s'est libéré, le prochain process va prendre l'ensemble des sujets qui étaient en attente et tous les construire en même temps. Ce qui peut être très intéressant en termes de gain de temps. Donc la difficulté, ça va être que si jamais il y a un problème sur l'un de ces sujets, concrètement, ça bloque tout. Vous avez 3 sujets en attente, il y en a un qui a tout cassé, mais en fait vous avez votre branche qui est entièrement cassée et vous devez attendre que ça soit réparé pour que vos 3 sujets soient déployés. Mais à l'inverse, ça vous permet aussi de pouvoir déployer l'ensemble des sujets si tout était fonctionnel, si tout a été correctement testé avant d'être intégré, ben, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, vous avez tout qui est déployé, alors que sinon, il aurait fallu attendre 4 heures. Donc ça peut être très intéressant. Donc imaginons là, j'ai mis en place l'intégration continue, le batch change, et je reviens sur ma pull request de tout à l'heure. Ma pull request de tout à l'heure, imaginons, donc il y a quelqu'un qui a vu qu'il y avait un petit problème ici, il me dit attends, il y a un test. Imaginons on dit il y a un test qui traîne. Eh bien, ce que va me permettre Azure DevOps, ça va être de modifier, de communiquer déjà autour de cette pull request, mais aussi de modifier en live des petits trucs, par exemple. Imaginons ce sujet, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je peux le corriger moi-même, c'est juste un morceau de texte. Je vais proposer ce changement. Et en fait, quand la personne va repasser dessus, elle va dire « Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est vachement mieux comme ça. » Boum, je peux appliquer le changement et le commiter. Ça, sans forcément repasser par la case-code. Ce qui peut être intéressant pour gagner du temps sur des petites choses comme ça. Une fois que ma pull request a été validée, je vais la compléter, je vais la fusionner. Et cette fusion, comme je disais tout à l'heure, elle va directement déclencher l'intégration continue.
Donc ici, hop, ah, j'ai dû faire une petite erreur sur quelque part puisque mon job a fail. Petit effet démo, c'est le truc que j'ai pas préparé en amont. Mais l'idée, comme vous l'avez vu, c'est que en fait, ça a directement déclenché un build en fait. Et ça, dès qu'il y a du nouveau code qui va être produit, boum, ça va déclencher différentes étapes. Alors on va pouvoir aller voir côté log, qu'est-ce qui a pu se passer. No host parallélisme. Ah bah, tout simplement parce que je suis sur un compte de test et du coup, j'ai pas lancé de démo. Tout simplement. Alors je crois que je suis censé avoir... Normalement, il y a un plan gratuit et je crois que c'est sur les Windows la test. À vérifier. À moins que ça soit sur des Linux. On va refaire un essai rapidement. J'en parlais tout à l'heure aussi rapidement. Vous avez les notifications qui sont utiles dans Azure DevOps. Si vous avez besoin de collaborer rapidement, vous pouvez créer tout un tas de notifications dans le projet. Vous avez deux onglets pour ça. Vous avez l'onglet personnel ici. Si par exemple vous voulez ajuster vos notifications personnelles, ne pas recevoir certains emails ou au contraire en recevoir plus que les collègues. Et en dehors de tout ce qui est personnel, vous avez directement ce qui est affilié au projet. Donc si vous voulez gérer les notifications du projet, parce que justement tout le monde se plaint d'être pollué par certains emails. Et le problème c'est que quand on reçoit trop de notifications, ben, on ne les lit plus. Ou au contraire, quand vous trouvez qu'il y a certaines notifications qui sont manquantes. Donc vous pouvez créer des nouvelles subscriptions. On va vous demander sur quelle partie d'Azure DevOps vous voulez les créer. Par exemple, si vous voulez être averti dès que le pipeline, il y a des choses qui se passent, ou dès qu'il y a des choses qui sont déployées. Donc dès qu'il y a des choses qui sont déployées, par exemple, vous allez aller dans l'onglet Release, A Deployment is completed, et vous allez pouvoir ajouter vos différents critères, c'est-à-dire de qui est-ce que j'alerte, comment, quand, en fonction de quel champ. Donc là, vous allez retrouver un petit moteur bien plus simple, mais un petit peu comme on avait vu sur les queries personnalisées tout à l'heure. Un sujet un peu intéressant, moi je trouve, pour être plus efficace, c'est vraiment la gestion des work items. C'est-à-dire de dire, ben, imaginons, dès que là encore, il y a un bug qui a été créé, donc a work item is created, l'état, par exemple, on s'en fout, mais ça peut être dès que l'état arrive en new, donc dès qu'il est créé, et ben hop, je vais alerter les différents membres. Alors, est-ce que côté pipeline? Non, décidément. Alors je pense qu'en plus il est déjà 20h10, même si on a commencé un petit peu en retard. Je vais vous montrer une dernière chose, qui est en fait le module Test and Feedback d'Azure DevOps, qui est le dernier petit point qui permet de collaborer, je trouve, beaucoup plus efficacement sur Azure DevOps justement. Donc c'est un module qui est présent sur l'ensemble des navigateurs. Si je reprends la page précédente, normalement, sur le site de Microsoft, vous avez directement la liste des navigateurs disponibles. Si je la trouve. Et sinon, vous l'avez voilà, sur Chromium, sur Mozilla, tout ça. Il faut juste que j'autorise. Voilà. Ajouter l'extension. Cette extension, elle va permettre quoi? Elle va permettre de remonter des bugs très rapidement, très efficacement. Quand je dis des bugs, ça peut être des bugs ou des tâches. Mais généralement, ça va être utilisé justement quand on fait des tests, quand on est sur un site, pour pouvoir prendre des vidéos, prendre des captures, prendre du son, si vous avez un micro à disposition. Et ça, sans s'arrêter de tester en fait. Ça vous permet de créer des choses sans revenir sur Azure DevOps toutes les 2 secondes. Alors, on va lancer l'extension ici. Hop. Voilà. Il va me demander évidemment un projet sur lequel se connecter. Donc, je vais lui donner l'URL de mon projet. Il va me demander forcément de me connecter. Là, il va avoir la liste de mes projets. Ah. J'aurais pas dû mettre le projet, juste le tenant. Voilà.
Donc là, j'ai la liste de mes projets. Je vais prendre mon équipe. Et maintenant, je peux effectuer un test. C'est-à-dire qu'ici, en fait, j'ai mon bouton pour lancer une session de test. Et à partir du moment où je lance une session de test, tout ce que je vais faire va être enregistré par cette extension. Donc, je peux faire plein de choses. Je peux faire une capture d'écran, ici de mon browser, en disant par exemple, tiens, ce bouton, il est grisé. Je vais pouvoir ajouter une note, je vais pouvoir faire un record, tout simplement, et comme je disais tout à l'heure, faire un record audio, ce qui peut être très utile, typiquement, quand vous avez, donc je peux faire le record sur une fenêtre ou sur l'écran complet, donc là je vais le faire sur l'écran complet. Ça peut être extrêmement utile si jamais vous avez des effets de clignotement ou des événements JavaScript, des choses qui sont en fait transitoires et très très dures à capturer forcément avec une capture, soit parce que vous n'allez pas pouvoir le faire, c'est un moment spécifique, soit parce que ce qui compte en fait c'est l'animation, le problème il est vraiment sur l'animation. Donc là avec de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir stop le record. Et là ici je vais pouvoir voir ma création. Est-ce que je veux créer un bug? Est-ce que je veux créer une tâche? Est-ce que je veux créer un test case? Bon, ça, le plus souvent vous allez créer un bug. Et ici vous allez avoir tout un tas d'informations qui sont assez pertinentes. Donc avant de créer ce bug, je vais un petit peu jouer avec. Je vais fermer ça. Je vais changer de page. Je vais revenir, on va aller sur le dashboard. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Je vais vous montrer que si je crée un bug, si je crée une tâche, en principe, je vais avoir tout le suivi de mes actions. Alors, je vais peut-être pas laisser le temps de faire. Donc là, je vais créer mon nouveau bug. Imaginons, je décide de continuer ma navigation et je me dis, tiens, ici, il n'y a aucun article qui a été créé. Donc là. Là, je décide de fermer ma session, ce qui fait que mes actions ne sont plus enregistrées. Et si je reviens sur mon Microsoft Teams, on peut voir que voilà, bon, il y a pas mal de choses qui ont été updatées depuis tout à l'heure, notamment suite à ma pull request fusionnée, ma tâche a été terminée. Il a considéré que ma tâche était terminée. Et là, on peut voir qu'un nouveau bug a été report. Donc, je vais directement cliquer sur ce nouveau bug pour aller l'observer. Et dans ce nouveau bug, on retrouve bien ma capture d'écran de tout à l'heure. On retrouve aussi tout un tas d'informations. Ici, à savoir quel était mon navigateur, quelle était la taille sur mon navigateur, des informations qui peuvent être utiles là encore si vous avez des bugs qui sont reportés sur des soucis graphiques. C'est des problèmes de taille de texte, des problèmes de taille d'image, de chevauchement. Voilà. Ça va vous permettre de recréer les conditions de test, notamment s'il était sur téléphone, savoir quel était le DPI, etc. Et vous allez avoir enfin la vidéo. Cette fameuse vidéo qui va vous permettre de justement revoir les actions, les problèmes qu'ont remonté la personne. Ça, vous avez vu, juste avec une petite extension, je peux remonter des choses beaucoup plus efficacement. J'ai fait pas mal le tour d'Azure DevOps. C'est des petits tips que j'utilise tous les jours en tout cas et qui, à mon sens, me rendent la vie plus facile, à savoir notamment le Azure DevOps, le Microsoft Teams, pardon, le fait de manipuler au niveau de tout ce qui va être ajustement avec les tâches, c'est-à-dire que le code il va être relié à une tâche, et ça j'aurais aimé vous montrer jusqu'au bout. Mais en fait, quand on déploie au niveau des releases, il faut savoir que sur chaque release, on va pouvoir récupérer donc la liste des work items qui ont été rattachés à cette release, notamment les bugs de pouvoir les retester, les features là aussi de pouvoir les observer, de pouvoir communiquer au client quelles sont les features en prévision ou quelles sont celles qui sont déployées, etc. etc. Et le fait de remonter des bugs, parce que ça, le fait de mettre ce type d'outil à disposition et de montrer comment est-ce qu'on peut remonter plus efficacement les bugs, être alerté plus vite et ne pas les laisser traîner, notamment avec les dashboards, toute cette communication-là facilite grandement la vie de l'équipe.
Alors, effectivement, pour le free plan CI/CD, pour moi, il n'y a rien activé, c'est-à-dire que je l'ai déjà testé et j'ai jamais eu de souci avec. Par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas testé sur ce tenant de démo. Donc ça, c'est vrai que c'est pas terrible. J'ai pas eu le temps de le tester et manque de bol, c'est une feature que j'aurais bien aimé montrer. Mais à mon sens, il n'y a rien à activer. Non, si je vais du point de vue de l'organisation ici, organisation agent pool, deployment pool peut-être ou settings, je ne sais plus lequel exactement. Non, non. Parallel job, normalement on a 1800 minutes gratos. Ah, effectivement, je n'ai pas les 1800 minutes gratos. Ça a peut-être changé ça. Ben, bien vu David. Et si pourtant, MS Hosted CI/CD, 1800 minutes. J'avoue ne pas savoir exactement le pourquoi. Bon. Ben, merci en tout cas d'avoir suivi cette session. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. J'espère avoir été clair. J'avais beaucoup de choses que j'avais envie de montrer. Je pense que ça a été un petit peu compliqué et peut-être un petit peu rapide. Je m'en rends compte a posteriori. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Je vais rester quelques minutes si vous avez des questions. Si vous voulez voir quelque chose ou sur lequel j'aurais pu passer rapidement ou autre. Pareil, je suis preneur de retour. Là, je voulais organiser un live démo. C'est en vrai, j'ai pas eu énormément de temps pour préparer des slides. Et c'est typiquement, je trouve, le genre d'outil, le genre de démo, où en fait, la théorie, c'est vachement bien. Mais je trouve que montrer à quel point c'est facile à mettre en place et qu'est-ce que ça peut apporter, c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens. Ouais, ben, je me suis fait visiblement avoir par le côté récent du truc. C'est vrai que j'ai toujours vu les 1800 minutes gratos, ça y est encore. Mais effectivement, s'il faut l'activer, ouais, on voit paid parallel job 0. C'est un peu triste. À savoir aussi, ce type donc, de solution à Azure DevOps, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'utiliser gratuitement et avec à peu près toutes les fonctionnalités sans aucun problème. C'est très utile pour les petites entreprises, je trouve, et pour les personnes seules, entre parenthèses. Alors moi, pour les projets perso, j'utilise plutôt GitHub, mais parce que c'est plus simple et surtout, j'ai pas du tout besoin de gestion de projet. Par contre, pour tous les projets pro, même quand je suis tout seul, j'utilise constamment Azure DevOps. Pourquoi? Parce que un projet pro, même petit, il peut être amené à grossir. Et honnêtement, toute la gestion de projet, c'est vraiment une grande force par rapport aux autres outils. GitHub, je trouve que la gestion de projet est un petit peu chaotique et c'est un peu triste. Donc là encore, quand c'est projet solo, il n'y a aucun problème, mais dès que ça devient projet pro, je trouve ça difficile. Et tout ce qui est liaison avec Azure, je trouve que la grande force de Microsoft, on est pour ou contre, mais la grande force, c'est vraiment le tout est connecté. C'est-à-dire que dès on utilise un petit peu Microsoft, dès qu'on a du Active Directory, dès qu'on utilise du Azure, en vrai, déployer un service, ça se fait en quelques minutes, ça facilite la vie énormément. Pas besoin de gérer des connexions dans tous les sens. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une grande force. Ouais, Hugo, ben, les pipelines et les environnements, ouais, complètement avec grand plaisir. J'avoue que j'aimerais bien utiliser le compte pro là pour faire des démos, mais c'est pas terrible. Alors pourtant, je me rappelle tout à l'heure, j'avais fait un truc. Oui, si sur les releases, je peux quand même vous montrer un truc qui est vachement bien, c'est la configuration des releases. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir déployer notre pipeline et notre artefact jusqu'au bout,
Mais dans la release, là où je vais pouvoir déployer des choses, c'est typiquement, je crée une nouvelle release. Ici, je vais avoir ma gestion de mon artefact, c'est-à-dire ma connexion depuis le pipeline. Imaginons ici, je vais utiliser mon pipeline de tout à l'heure, et c'est ce pipeline-là qui va venir projeter son artefact dans ma release. Une fois que cette release elle est configurée, j'ai plusieurs options. J'ai une option ici qui s'appelle Schedule. Donc je vais pouvoir dire, en fait, tous les X temps, tu vas déployer à heure fixe. Je vais pouvoir avoir plusieurs horaires si j'ai envie. Un déploiement à 3 h du matin comme là, un déploiement à 10 h, imaginons. Et lui dire avec la case à cocher ici, tu ne déploies que si tu as des nouveaux trucs. Donc dans l'idéal, on va faire un à 3 h du matin et un à 20 h. Comme ça, j'évite les horaires de bureau. Et je sais que mes équipes support, elles sont présentes ou je leur envoie un mail quand il y a un déploiement qui se fait. Je vais pouvoir aussi faire du release, du continuous deployment. Le continuous deployment, c'est quoi? C'est que dès qu'en fait mon artefact il est prêt, dès que j'ai un nouvel artefact, boum, direct j'envoie. Ça peut être assez dangereux parce que si vous avez de l'intégration continue, concrètement vous avez un dev, il pousse à 16 h, ça passe à l'intégration continue, c'est buildé, à 16h30 c'est poussé sur la production potentiellement, et à tout moment ça peut faire une interruption de service, ce qui peut ne pas être terrible. Ou alors, encore pire, ça peut provoquer un gros bug et là, c'est vraiment la cata. Donc, je déconseille le déploiement continu. Je trouve que le déploiement schedule à des horaires fixes, c'est vachement plus sympa, ou alors du manuel. Mais après, chacun est libre. Et donc, ce déploiement continu, imaginons, je décide de le déployer sur des environnements Azure. Hop, on va rajouter ça. Voilà. Si, par exemple, j'ai un app service, je peux directement dire, voilà, j'ai envie de déployer un app service. Donc il va me préparer les tâches qui vont bien, mais au pire, je peux les demander. Et là, comme je disais, la grande magie avec Microsoft, c'est le tout inclusive. C'est-à-dire je choisis ma subscription ici, que j'ai préconfiguré un petit peu à l'avance. Je l'ai préconfiguré tout à l'heure, mais grosso modo, j'ai mis les informations de connexion, et notamment les informations un petit peu critiques, c'est pour ça que je l'ai fait en avance, pour que mon Azure et mon Azure DevOps soient connectés. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et là, en fait, j'ai la liste de tous mes services que j'ai créés préalablement sur Azure. C'est-à-dire que si je vais sur mon Azure ici, tac, là j'ai tous mes app services qui sont en fait mes services pass pour le déploiement d'applications. Si j'en crée un nouveau ici, en faisant create, etc., et je ne vais pas forcément le faire, mais imaginons je fais test JNU, et que là, dans mon pipeline, j'appuie sur refresh, je retrouverai mon nouveau service ici. Donc là, c'est parce que j'ai pris un service web Windows, mais si je prends les services web Linux, il me liste tous les services Linux que j'ai à disposition dans la plateforme Azure, etc., etc. Une fois que j'ai choisi mon service, en fait, ce qui est magique, c'est que je n'ai rien de plus à faire. Alors que concrètement, là, il sait qu'il va prendre mon artefact, qui est un zip. Donc si vous avez préparé autre chose, il faut le savoir. Et si vous avez une solution, donc quand vous faites du .NET, vous pouvez travailler en solution, c'est-à-dire plusieurs projets les uns à côté des autres. Si vous avez une solution avec plusieurs projets, vous pouvez dire par exemple, il va falloir sélectionner votre zip. Donc là par exemple, ça sera website.zip et juste à côté, j'aurai un autre projet qui va être api.zip. Ça va dépendre de votre configuration, mais ça peut être très rapide. Autre chose qui peut être très intéressant aussi comme option, c'est qu'on a les deployment slots. Les deployment slots, donc là on enlève un peu de Azure DevOps, même si ça permet un contrôle assez fin. Les deployment slots, c'est pour vous permettre, quand vous faites du CI/CD, de déployer en 2 temps pour justement limiter au maximum les interruptions de service. Comment ça va se passer? En fait, vous allez avoir une copie de votre projet web, emplacement de déploiement, voilà. Vous allez avoir une copie de votre projet web et vous allez déployer sur votre copie, là où il y a en général personne. Ce qui va vous permettre de faire votre déploiement et s'il y a une interruption de service de 5 minutes, il n'y a pas de problème. En plus de ça, vous allez pouvoir jouer des tests automatisés, ce qui fait que si jamais il y a le moindre problème, vous cassez tout, vous arrêtez tout, et ça n'a pas détruit votre production puisque ça a été déployé à côté. Et quand vous êtes sûr que tout va bien, donc soit par vérification manuelle, soit par vérification automatisée, soit vous invoquez la chance, au choix, soit vous combinez tout, vous pouvez swapper.
Et ça, par contre, Azure vous assure que le swap, il n'y a pas d'interruption de service. Alors en vrai, si vous utilisez des sessions et que les sessions, elles ne sont pas sur un service centralisé dans Azure, vous allez avoir votre session qui est coupée. Donc le gars, il va falloir qu'il se reconnecte. Mais concrètement, votre application n'aura pas de timeout. Ou alors le timeout, je l'ai eu une fois parce que j'ai refresh en F5 comme un bourrin et vous avez éventuellement une interruption sur une seconde. Probablement parce que votre paquet réseau, il a dû se perdre pile à ce moment-là. Donc ça peut être vachement intéressant aussi de configurer votre CI/CD, d'utiliser les deployment slots et de dire, ben écoute, premier pipeline, hop, là je vais faire, on va dire deploy website en pré-prod. On va lancer par exemple ensuite la phase de test. Et enfin, on va faire un swap. Si tout va bien, on fait un swap entre pré-prod et prod. Et là, vous vous assurez un petit peu un process sécurisé. Après, ça va dépendre de vos process, de vos environnements. Vous pouvez avoir plusieurs points en parallèle, par exemple. Imaginons, tac. Vous allez avoir un deploy API 1, deploy API 2, etc., etc. D'ailleurs, sur les releases, vous allez aussi pouvoir avoir pas mal de choses qui sont intéressantes, qui sont ici. Vous allez pouvoir avoir des deployment approval. Si vous voulez, une fois que le déploiement a été fait, si vous voulez qu'il soit vérifié, vous pouvez dire, ben, avant de passer à l'étape suivante, je veux absolument que cette personne, elle dise que tout est bon. Ouais, c'est vrai que j'aurais préféré montrer ça avec l'artefact, mais en l'occurrence, bon, il faut faire ça. Et je crois que je peux pas vous montrer, ouais. Mais quand il y a quelque chose quand il y a une nouvelle release qui a été envoyée, vous avez justement une option là dans le bandeau en haut. Il y aura 3 petits points. Quand vous cliquez dessus, vous avez une option qui s'appelle envoyer un email et ça vous envoie un email de tout le récap de la release. C'est-à-dire notamment quels sont les work items qui étaient dedans, qu'est-ce qui s'est bien passé, sur quel environnement ça a été créé, etc. Il y a beaucoup trop à en dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup, ou envie de voir d'autres choses. Bon, eh bien, je vais vous dire merci à tous, en tout cas, pour votre présence, d'avoir suivi cette session jusqu'au bout. Et eh bien, je vous dis à bientôt et bonne soirée. Et bon appétit pour ceux qui vont manger. Merci beaucoup et au revoir.